En résonance. En résonance. En résonance, un podcast d'éducation populaire. Bonjour et bienvenue. Dans cette deuxième partie de notre entretien, Luc Carton revient sur les origines de l'éducation populaire en France et sur l'éducation permanente en Belgique. Alors, c'est, à vrai dire, c'est complexe parce que il n'y a aucune définition déposée de l'éducation populaire. Donc, personnellement, je serais favorable à une approche par l'histoire. Et dans l'histoire, je repérerais plusieurs moments clés. Chacun, à sa façon, définit un moment de l'éducation populaire. Le premier, c'est 1792, le rapport Condorcet. Le malheureux ne le sait pas, évidemment, mais tout de même, le dernier chapitre du rapport Condorcet dit à peu près ceci, si je parle en français contemporain, si je paraphrase ce dernier chapitre, il dit « Mais quand nous aurons déployé l'ensemble du plan d'instruction publique qu'il propose avant, c'est-à-dire il propose de multiplier les écoles, il propose un programme, il propose un mode d'élection des enseignants, etc., au suffrage universel, c'est passionnant. Et puis dans le dernier chapitre, il dit « Mais quand nous aurons fait tout ça, je crains avoir évolué le travail dans les manufactures, je crains qu'il ne soit nécessaire de continuer avec les citoyens parce que tout sera peut-être perdu dans les manufactures, tant le travail y devient trop simple et abêtissant. » Et donc il a l'intuition que je trouve complètement géniale que ce que va conquérir, ce que va permettre comme conquête culturelle l'école, pourrait se perdre dans l'évolution désastreuse du travail industriel. Et donc, il n'a pas complètement tort à voir les menaces qui pèsent aujourd'hui, beaucoup plus qu'à son époque, sur la liberté de penser et la capacité générale du peuple de penser par soi-même. Et donc, pour moi, le premier moment de l'éducation populaire, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'il sacre dans ce rapport Condorcet le lien entre démocratie et culture, entre démocratie et éducation, et il situe l'enjeu de l'éducation autour de la citoyenneté des adultes. Tout cela est parfaitement fondé. Et donc pour moi, c'est l'amorce de ce que pourrait être une pensée de l'éducation populaire. On en sent évidemment l'ambivalence, parce que ça peut être vu du point de vue du sommet de Lisbonne, par exemple, ça peut être évidemment le théorème patronal de l'éducation perpétuelle, de la formation perpétuelle, c'est-à-dire de la déstabilisation permanente des diplômes et de l'exigence patronale d'une requalification permanente, mais sous le joug patronal, c'est-à-dire dans sa définition patronale. Voilà, mais bref, premier moment. Deuxième moment, c'est 1848. C'est le moment où Lamartine dit à la tribune de l'Assemblée nationale « À quoi bon avoir le droit de vote si on n'a pas de pain ?» Et donc, il signe un deuxième moment qui est l'émergence du mouvement ouvrier, l'émergence d'une émancipation par l'action collective. Et donc, la première création de l'éducation populaire, c'est le syndicalisme. Il faut se parler et s'organiser entre soi pour créer un syndicat, pour créer une mutuelle, pour créer une coopérative. Et donc, on pourrait dire que le deuxième moment de l'éducation populaire, c'est la création des
des organisations de l'action collective du mouvement ouvrier. Ça, c'est donc la deuxième moitié du 19e, comme moment clé, mais avec tout le déploiement de cette histoire du mouvement ouvrier au long du XXe siècle. Troisième moment de l'éducation populaire, c'est ce qui se passe dans la résistance, ce qui se passe notamment dans les maquis du Vercors et dans l'école que crée le maquis, l'école des cadres que crée le maquis, et qui rend, au fond de la misère de la guerre, qui reconnaît la nécessité de penser l'avenir par nous-mêmes. Et donc de là l'inspiration fondatrice du très beau moment de ce très beau troisième moment de l'éducation populaire, qui est le lendemain de la guerre, et où pendant peu de temps, mais pendant un temps bien identifié, l'éducation populaire n'est pas encore exclue de l'éducation nationale, n'est pas encore exclue de la culture, n'est pas encore reléguée dans l'institution pétainiste de la jeunesse, ce qu'elle ne sera plus tard. Et donc l'éducation populaire est très brièvement, dans les années 40 et 50, un réel courant d'utopie, de fabrique d'un nouveau monde. Ça ne durera pas longtemps et ça s'amodiera, ça s'amendera dans quelque chose qui deviendra l'animation socio-culturelle, c'est-à-dire l'accompagnement de la modernisation de la France, l'accompagnement de l'urbanisation, l'accompagnement de l'exode rural et de l'accueil de ces populations dans les zones incertaines des banlieues. Et donc l'éducation populaire se reconvertira joyeusement dans l'animation socioculturelle et puis par dérive dans le loisir, dans la consommation de loisirs. Et c'est à peu près l'état dans lequel je trouverai l'éducation populaire quand on me posera la question quelques années après, où en sont les MJC? Les MJC font du macramé, quoi. Enfin, tu vois, bon. Je suis un peu cruel, mais pas tellement que ça. Pas si tellement que ça. Et donc, certes, tout ça est ambigu, tout ça est traversé par des contradictions. Et donc, il y a des MJC qui tiennent haut l'exigence avec des conseillers théâtre, avec du cinéma le soir entre soi dans des ciné-clubs, etc. Donc, il y a de très belles pratiques d'éducation populaire, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. J'en trouverai d'ailleurs de belles traces dans les foyers ruraux, quelques années après. Mais c'est très inégal, et grosso modo, on peut dire que l'éducation populaire se transforme en quelque chose de non signifiant à la fin du XXe siècle. Et là, on tombe dans l'hypothèse d'une quatrième époque, l'époque d'une refondation, que nous travaillons, Lepage, Morvan et moi, du côté de 98, 98-2000, et l'échec dont on parlait précédemment. Alors nous ne sommes pas éloignés à cette époque-là d'un autre courant de pensée, qui est le courant des droits humains, et qui, du côté suisse, autour du groupe de Fribourg, pendant une quinzaine d'années, fait naître progressivement la maturation du paradigme des droits culturels et la reconnaissance de la diversité culturelle. Quand tu parles de paradigme des droits culturels, oui. Qu'est-ce que tu mets derrière? Comment tu définis le paradigme en fait? Oui, je n'emploie peut-être pas le bon mot ici. Paradigme, c'est, en tout cas selon Touraine, le mot paradigme signifie
désigne la centralité du conflit autour de laquelle se structure une société. Ainsi, dans Un nouveau paradigme, Alain Touraine, paru en 2005 chez Fayard, dans ce livre, Alain Touraine dit nous avons vécu successivement dans les démocraties libérales, comme la France, la Belgique ou l'Allemagne, nous avons successivement vécu 3 paradigmes dominants. Le premier paradigme, c'est-à-dire la première centralité du conflit à la charnière du XVIIIe et du XIXe, est clairement de nature politique. Il s'agit de sortir de l'ancien régime, il s'agit d'accoucher d'un état de droit, il s'agit de déployer une scène démocratique, une classe politique, des acteurs politiques, et ça prend du temps, ça prend des décennies, c'est le paradigme politique. En 1848, bascule, c'est l'amorce de ce que pourrait être, de ce que sera le paradigme socio-économique. La question n'est plus la conquête du pouvoir politique, la question centrale. La question centrale devient la répartition de la richesse entre capital et travail. Deuxième paradigme. Ce paradigme se déploie massivement à travers les conquêtes de droits sociaux, à travers l'institution de la sécurité sociale en 1944, et à travers ce qu'on appellera imprudemment les Trente Glorieuses, ou le déploiement de l'État social ou de l'État-providence. En 1968, ting ting, alerte générale, à quoi bon perdre notre vie à la gagner? C'est plus la même chose que à quoi bon le droit de vote si on n'a pas de pain? On a du pain désormais, et on a même la garantie d'en avoir si on n'a plus de travail, ça s'appelle le droit au chômage. On a même la garantie d'en avoir si on est trop vieux, ça s'appelle le droit à la retraite. Si on est malade, ça s'appelle l'assurance maladie. Et donc l'État nous garantit qu'on a du pain. Mais à quel prix? Non pas le prix du pain, mais à quel prix, quel est le coût de cette existence? Est-ce que cette existence a encore un sens? Et donc c'est la question qui est posée sur les murs en 68. À quoi bon perdre notre vie à la gagner? Et ça signe, dit Touraine, l'émergence progressive du paradigme culturel. C'est-à-dire que le conflit ne porte plus sur le pouvoir politique, ni sur la répartition socio-économique de la richesse. Il porte sur le sens ou le non-sens de la vie en commun. Pas bête, hein? Donc ça, c'est l'hypothèse du paradigme culturel, auquel peut correspondre alors une nouvelle génération de droits, que seraient les droits culturels et les dimensions culturelles des droits civils et politiques et des droits économiques et sociaux. Qu'est-ce qui différencie l'éducation populaire ou l'éducation permanente en Belgique par rapport à la France? D'abord, Belgique, il faut dire Belgique francophone. Parce que, donc, petit arrêt sur image, pour ne pas se tromper, la Belgique est un État fédéral, c'est-à-dire un État structuré en entités fédérées autonomes, très autonomes, qu'on appelle les régions, et les communautés. Les régions sont des entités territoriales, faciles à comprendre, la Wallonie, Bruxelles, la Flandre. Les communautés sont des entités politiques transterritoriales, unissant les populations en référence à leur langue et à leur culture. Et donc nous avons un gouvernement de la communauté française de Belgique qui réunit, à travers Bruxelles et la Wallonie, le destin des citoyens francophones. Nous avons la même chose du côté de la communauté flamande. Et ce sont donc des entités a priori transterritoriales, en tout cas dans la visée francophone. Dans la visée flamande, ça a été reterritorialisé. Mais donc, la Belgique, en tout cas, comporte
3 gouvernements régionaux, théoriquement 3 gouvernements communautaires, le germanophone, le flamand et le francophone, et un gouvernement fédéral. Nous avons donc 7 gouvernements, 7 parlements, au minimum, parce qu'à Bruxelles, il y a encore plusieurs autres gouvernements et parlements, mais c'est trop complexe pour arriver ici, pour développer ici, c'est sans intérêt ici. Mais donc, quand on dit Belgique, ici, on parle de Belgique francophone, c'est-à-dire l'essentiel de la Wallonie, moins les germanophones, mais ils sont 80 000, c'est pas très grave, et l'essentiel de Bruxelles, moins les flamands. Parce que les flamands sont à peu près 50 000 à Bruxelles, sur 1 200 000 habitants de Bruxelles. Mais donc quand tu dis Belgique, on vise ici la Belgique francophone qui, depuis les années 70, c'est-à-dire 60 ans à peu près, a un développement propre. Et donc, le décret sur l'éducation permanente, qui naît en avril 1976, naît pour la partie francophone du pays. Et son destin, en 2003 et puis en 2018, ces réformes du même décret, concerne donc la partie francophone du pays. Alors, c'est un décret sur l'éducation permanente. Pourquoi permanente et pourquoi pas populaire? Pour faire propre, pour faire propre et passer en force au Parlement. Voter à l'unanimité du Parlement. Si ça s'était appelé éducation populaire, ça ne serait pas passé à l'unanimité. Mais éducation permanente, ça fait consensus. Mais donc c'est une question d'habillage. Le décret est rédigé par les 2 chefs du mouvement ouvrier. Mouvement ouvrier chrétien, mouvement ouvrier socialiste. Mais ça, c'est la Belgique. C'est-à-dire que ce sont les acteurs civils qui écrivent les lois. Et pas les acteurs politiques. Donc, petit détour sur la Belgique. Parce qu'autrement, on ne comprend rien. La Belgique, c'est l'envers de la France. C'est-à-dire que nous avons... D'abord, nous sommes d'existence récente. Nous avons bientôt 200 ans. En 2030. 200 ans, c'est rien du tout. C'est très récent. Et la Belgique est créée par les vainqueurs de Napoléon. C'est sur les ruines de l'Empire napoléonien qu'est construite la Belgique. Et c'est un peu une zone à l'intersection du monde latin et du monde germanique. Et donc à cette intersection, on crée volontairement un État faible. Et on lui trouve d'ailleurs un souverain allemand, puisque la famille royale est d'origine allemande. Et donc, et on lui donne, grosso modo, du côté économique, ce sont des capitaux français qui prennent possession de la Belgique, et pour longtemps. Donc la bourgeoisie française possède, grosso modo, les capitaux dominants de la Belgique du XIXe siècle. Et donc, la Belgique se crée à la lisière de plusieurs empires, ou des traces de plusieurs empires, et grosso modo, il est défini comme un État faible. Cet État faible va progressivement se reconnaître divisé par la question linguistique, qui est beaucoup plus une question linguistique, c'est par la question sociale linguistique qui va marquer la Belgique de la manière suivante. La bourgeoisie francophone va dominer le pays pendant 150 ans. 130 ans à peu près, 130 ans, de 1830 à 1960. 1960, la Grande Grève, la sidérurgie et le charbonnage s'effondrent, la Wallonie vacille, les capitaux français foutent le camp, et la domination flamande va progressivement s'installer. Et donc, on est le seul pays au monde à connaître un fédéralisme à deux, avec successivement la domination de l'un puis de l'autre. Et donc, domination francophone pendant 130 ans, domination flamande depuis.
qui est devenue démographiquement plus importante et économiquement nettement plus importante. Et donc, cette division fait que non seulement l'État est faible, mais il est divisé. Et il consacre ces divisions dans une structure fédérale, fédérée, qui est la plus complexe au monde. Et dans lequel, et ça c'est unique au monde, il n'y a pas de hiérarchie des normes. C'est-à-dire que la région wallonne, la région flamande et la région bruxelloise peuvent édicter des normes, par exemple, sur le passage des avions et les nuisances des avions, normes contradictoires, suivant les intérêts de chacun. Et il n'y a pas d'arbitre. Nous avons 7 ministres de la Santé, c'est beaucoup. Nous avons autant de ministres de la Mobilité, c'est beaucoup. Et il n'y a pas d'arbitre. Ce qui veut dire qu'il faut tout le temps discuter. Et donc on est le pays de la conversation, on est le pays de la négociation permanente. Et nous avons des gouvernements parfois composés de 4, 5, 6, 7 partis pour faire des majorités. Donc, État faible et divisé. Mais par contre, une société civile organisée extraordinairement puissante. Donc, et qui, quelque part, se substitue à cet État. Et c'est pourquoi on fait les lois sur des tables de cuisine. C'est-à-dire que c'est la puissance de cette société civile organisée s'exprime notamment dans la puissance du mouvement ouvrier. Nous avons plus de syndicalistes en Belgique qu'il n'y en a en France. Vous avez 7% de taux de syndiqués cotisants en France, nous avons 70% en Belgique. Et donc, même en valeur absolue, nous avons plus de syndiqués en Belgique qu'en France. Ce qui, pour une population 6 fois moindre, est assez extraordinaire. Et donc, nous avons des syndicats puissants, nous avons des mutuelles très puissantes. Et nous avons eu des coopératives ouvrières très puissantes. Nous n'avons plus. Mais donc, syndicats, mutuelles et mouvements d'éducation populaire extrêmement puissants. C'est ainsi que le décret de 1976 institue dans l'appareil d'État, dans la loi et dans les budgets, la reconnaissance de l'éducation populaire déguisée en éducation permanente. D'accord ? Ce décret est absolument unique au monde. C'est un véritable diamant politique. Il institue la reconnaissance publique, la reconnaissance de l'utilité publique, de la production libre, associative, de la critique du désordre établi. Donc il dit, je vous paye, je vous reconnais et je vous paye pour que vous produisiez de manière libre et sans que je vous contrôle et sans que je vous maîtrise, une critique du désordre culturel, politique, économique et social établi. Allez-y. Et ça depuis 1976. Donc c'est absolument remarquable. Et ça se consacre le fait qu'en tout cas, toujours du côté francophone, l'éducation permanente est le premier budget de la culture. Et finance près de 300 associations, de la plus grande à la plus petite, de manière permanente, c'est-à-dire par une reconnaissance à durée indéterminée, via des contrats quinquennaux, plutôt que par des appels à projets. Et ça permet la puissance associative, évidemment. C'est pour ça que le CAC, le collectif des associations citoyennes en France, a fait récemment un séminaire sur le financement des associations en Belgique, des associations d'éducation permanente en Belgique, comme modèle, effectivement, en tout cas pour penser ce qu'est un financement émancipateur des associations. Mais donc, pour ça, il faut penser la démocratie culturelle. C'est-à-dire, il faut penser un régime dans lequel tiens, il pleut.
un régime dans lequel l'émancipation des personnes et des groupes est confiée à ces personnes et à ces groupes. C'est ça le régime de la démocratie culturelle. Ce n'est pas un régime dans lequel on émancipe les autres, c'est un régime dans lequel on institue le fait que les autres s'émancipent. Donc le S' devient dominant et devient la clé de l'émancipation. C'est bien le S'. C'est la leçon de Rancière dans le savant ignorant, dans le maître ignorant. C'est la leçon de tous les leaders de l'éducation populaire dans le monde. C'est la leçon de Paulo Freire. C'est la leçon aussi, quelque part, mais ça c'est sur le plan de la pédagogie, et c'est plus institutionnel, mais de Célestin Freinet. C'est la leçon donc des Sémères. Sauf qu'il ne faut pas réduire ça à la pédagogie. Il ne s'agit pas d'un mouvement pédagogique, il s'agit d'action collective. Et donc pour moi, la définition de l'éducation populaire, puisqu'on y arrive, c'est la dimension culturelle de l'action collective. Ça, c'est ma définition à moi. La dimension culturelle de l'action collective. Mais donc c'est bien de l'action collective. L'éducation populaire, ce n'est pas de la pédagogie, c'est de l'action collective. Qui peut mobiliser de la pédagogie, mais c'est de l'action collective. C'est-à-dire une action de transformation sociale et politique, de transformation économique, sociale et politique, de transformation culturelle, économique, sociale et politique du monde. Mais une action de transformation, une action collective. Ça me paraît fondamental. Et ça distingue bien ce qu'est l'éducation populaire de ce que sont les droits culturels. Les droits culturels représentent pour moi un horizon, c'est-à-dire l'horizon des droits humains, actualisé dans une réflexion sur le paradigme culturel de Touraine, à savoir des droits humains visités par la culture, visités dans leur dimension culturelle. Il ne s'agit plus de demander, de revendiquer le droit à l'alimentation, il s'agit de penser le droit à l'alimentation tel que nous pouvons la penser, entre nous. D'accord ? C'est-à-dire, ce n'est pas le droit à la malbouffe, c'est le droit à manger ensemble. D'accord ? Manger la vie ensemble. Et donc, le droit au logement, ce n'est pas le droit à avoir une piole, c'est le droit à habiter ensemble. C'est donc pas éloigné du droit à la ville et à la campagne. Et donc le droit aux soins, ce n'est pas le droit d'avoir des piqûres et des médocs. C'est le droit à être respecté dans sa plénitude d'être humain et dans toutes ses dimensions d'être humain, notamment ses dimensions physiologiques, mais pas exclusivement, aussi psychologiques et historiques. Et ainsi de suite pour tous les droits. Donc, les droits culturels, pour moi, expriment un horizon, une perspective, alors que l'éducation populaire désigne un système d'action émancipateur. Et donc, l'un est utile à l'autre, l'un est indispensable à l'autre. C'est que quand j'ai rencontré la problématique des droits culturels, j'ai compris pourquoi je me battais depuis longtemps. C'est-à-dire, cette émancipation, elle conduit à quoi ? Elle conduit à un exercice collectif réfléchi des droits. Et donc, elle conduit à une conception de la démocratie qui est une conception radicalement partagée de la démocratie, y compris dans ses dimensions culturelles. Mais donc sur la question, qu'est-ce qui différencie éducation populaire et éducation permanente entre France et Belgique, ce n'est pas une question d'appellation, ça n'a aucune importance. Je veux dire, ce qui s'appelle l'éducation permanente en Belgique est clairement de l'éducation populaire. Et donc,
Et non, ce qui la différencie, c'est qu'en Belgique, elle vit. Je veux dire, la définition vit à travers des décrets successifs, les différentes versions d'un décret, c'est-à-dire d'une histoire qui porte haut l'exigence d'éducation populaire au point de faire évoluer une loi en 1976, première étape, 2003, deuxième étape, et 2018, troisième étape. Et donc, en France, l'agrément date de l'après-guerre, et que je sache, il n'a pas été fondamentalement revisité.